Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cet épisode de Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. On a la chance d'être avec Lucas Liodet, médecin aux soins intensifs et professeur de physiopathologie à l'UNIL, et aussi acteur talentueux dans Le Plafond, le spectacle des étudiants en médecine. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Alors, déjà, je suis né en 1964. Alors, je vous laisse faire le calcul parce que j'ose pas dire l'âge que ça me donne, mais enfin, voilà. J'ai fait mes études à Lausanne. J'ai fini en 89. Et puis ensuite, je voulais au départ être un orthopédiste ou un chirurgien cardiaque. Puis finalement, j'ai commencé par faire de la médecine et puis j'ai attrapé le virus pour les soins intensifs et la physiopathologie. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont un peu éclairé sur ma route, ce qui fait que je me suis un peu détourné de mon envie initiale d'être un chirurgien. J'ai quand même fait un peu de chirurgie pendant un peu moins d'une année. Ensuite, je suis allé pour mon premier poste de chef de clinique à Neuchâtel en 1993. Et puis j'ai rejoint le CHUV, en 92, et j'ai rejoint le CHUV en 93, d'abord comme médecin assistant en médecine interne, puis aux soins intensifs, mais dans la division de recherche, qui était la division de physiopathologie. Il y avait cette division à l'époque, où j'ai travaillé 2 ans, puis ensuite j'ai travaillé comme assistant, puis chef de clinique aux soins intensifs au CHUV jusqu'en 99. Là, je suis parti aux États-Unis faire de la recherche dans un laboratoire qui était près de Boston, où j'ai travaillé sur un certain nombre de choses qui étaient en relation avec la physiopathologie et la pathogenèse du choc circulatoire, de l'ischémie-reperfusion. Et puis je suis revenu en 2001, d'abord comme chef de clinique, puis rapidement comme médecin cadre dans le service des soins intensifs de médecine à l'époque. J'ai aussi eu la possibilité d'avoir un gros financement par le Fonds national, ça s'appelle un professeur boursier, ce qui fait que depuis 2002, j'ai pu développer mon propre laboratoire où j'ai continué à travailler sur mon dada qui était l'ischémie-reperfusion, l'état de choc. Et puis, l'insuffisance cardiaque, beaucoup. Et puis ensuite, je suis resté pendant toutes ces années au CHUV et je suis devenu médecin-chef dans le service en 2017, sauf erreur, et puis professeur ordinaire de physiopathologie en 2020. Et puis, je dois dire que l'enseignement, qui est mon autre passion à côté de la recherche, c'est actuellement ce qui me remplit le plus, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que je sens en plus avec l'âge qui avance que ce qui compte le plus pour moi, c'est de transmettre. Ma carrière, globalement, elle est plutôt derrière moi. Donc, si je peux transmettre des choses pour les plus jeunes, c'est ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, en plus, je peux vous donner quelques-unes de mes expériences, ça me fait aussi plaisir, un peu peut-être aussi d'enrichir un tout petit peu votre esprit par rapport à certaines de ces expériences que j'ai vécues. Oui, alors en tout cas, nous, on a toujours beaucoup plaisir à vous avoir en cours. Merci. Et effectivement, c'est vrai qu'en milieu des soins intensifs, donc on est dans une médecine très, très aiguë. Donc, on est très curieuse de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous raconter comme expérience que vous avez vécue avec la mort dans ce milieu-là. Alors, les expériences, il y en a énormément. Mais je vais d'abord vous présenter la première fois que j'ai été confronté à la mort comme médecin assistant. Je me rappelle très bien, c'était une nuit en 1991 à Yverdon. Et puis là, en fait, on faisait la garde de nuit après avoir fait la journée. Donc, on continuait avec la nuit. Puis le lendemain matin, on continuait avec la journée. Donc, on faisait en fait des séries de 36 heures. Puis c'était assez régulier qu'en fait, on ne dormait pas pendant ces 36 heures. Mais là, j'avais la chance qu'à 1h du matin, j'ai pu aller me coucher, ce qui était quand même rare, mais c'était au tout début de mon parcours. Et puis, j'étais en train de somnoler, de m'endormir. Je reçois mon bip qui sonne. C'est une infirmière de l'étage qui me dit « C'est toi qui te garde ? Alors, il faut venir constater le décès de Madame X. » Je commence à me réveiller, je me lève, tout tremblant. Puis je me dis puis je vais vers l'infirmière, je dis « Mais je dois faire quoi, en fait ?»« Ah il y a cette dame qui est morte, tu dois signer le papier comme quoi elle est morte. » Puis je vois cette dame, puis moi, j'avais jamais vraiment vu un patient décédé aussi près. Et puis, je savais pas ce qu'il fallait faire. Je dis, mais je dois faire quoi ? Ah tu l'examines pour savoir si elle est vraiment morte.
Alors, je l'ai ausculté avec mon stéthoscope. Puis, comme c'était la nuit, on entendait des bruits. Donc, j'avais de temps en temps l'impression d'entendre un petit truc. Je me disais, mais est-ce qu'elle est vraiment décédée? Après, je l'ai piqué avec une imperdable. Puis après, je suis sorti, je suis revenu. J'ai refait tout ça. Puis, je me suis dit, non, je crois bien qu'elle est morte. Donc, j'ai signé le papier. Puis après, je suis retourné dans ma chambre. Bien évidemment que je n'ai pas pu dormir du tout. Parce que j'imaginais toute la nuit ce qu'on lisait toujours, qu'on lit encore dans les journaux. La patiente, elle a été déclarée morte. Et puis finalement, elle est sortie de son linceul pour retourner dans sa chambre. Donc je l'imaginais dans les couloirs avec sa robe de chambre en train d'hanter le circuit. Donc j'étais terrorisé à l'idée que j'avais peut-être, disons, diagnostiqué une mort qui n'en était pas une. Donc ça, c'était ma première expérience qui, au fond, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'en fait, la mort, ça doit se confirmer par un médecin. Donc, il faut que le docteur à l'hôpital vienne, dise oui, oui, cette personne est bien morte. Et puis, ça implique qu'on fasse un petit examen clinique. Mais c'est vrai que la première fois, je dois dire, ça secoue pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais c'est les médecins qui font les constats de décès. Exactement. Oui. Et en fait, je ne savais pas. On ne nous avait jamais expliqué ça. Et puis, en fait, la première fois, comme en plus c'était la nuit, que j'étais tout jeune, l'infirmière m'a dit, il faut... En général, ils auscultent, ils piquent un peu le patient pour voir s'il réagit. Enfin, donc, c'était un peu, on va dire, assez primaire, disons. Mais moi, je n'avais pas du tout été préparé à ça. Puis, je dois dire, j'en ai conçu des cauchemars pendant plusieurs jours. Donc, puis je m'étais dit, mais c'est quand même dingue qu'on ne nous ait jamais parlé de ça. Parce que moi, je ne savais pas du tout qu'on devait faire ça. Personne ne nous avait jamais rien dit. Mais enfin, ça, c'était vraiment ma première expérience comme médecin. Puis, je dirais... Une deuxième expérience, c'est la violence de la mort qui m'a beaucoup frappé parce qu'au fond, j'ai commencé au début des années 90, c'était la grande épidémie de sida. Et en fait, ça affectait beaucoup de jeunes parce qu'évidemment, ça affectait entre autres des personnes qui utilisaient des drogues par voie intraveineuse, donc il y avait beaucoup de jeunes. Et puis, on soignait régulièrement des patients atteints de HIV, de sida. Mais il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Donc, au fond, ils faisaient ces infections, puis ça se terminait toujours dans des circonstances extrêmement dramatiques. Je me souviens d'une patiente qui avait littéralement les champignons qui lui sortaient de la bouche. Enfin, elle râlait. C'était vraiment une abomination. Puis là, j'ai vu en fait la violence on va dire, de la mort, mais au fond, un petit peu de la détresse des jours qui précèdent la mort. Et puis, à l'époque, c'était un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. On avait moins facilement, disons, les opiacés, les traitements de confort. C'est plus difficile. On maîtrisait peut-être moins ces aspects-là. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup affecté au début de ma carrière. C'était en fait, cette violence de la mort. Donc ça, je dirais que c'est un autre aspect. Puis quand je suis arrivé au CHUV, j'ai vécu une expérience qui était extrêmement douloureuse. J'avais un collègue qui était médecin assistant comme moi, qui travaillait dans un autre service. Et puis, je le retrouve le matin dans le service. Il était encore dans le lit, mais en fait, il était hautement fébrile et il était en train de développer un choc septique. Et puis, je me souviens très bien que voilà, il était en train de se dégrader sous nos yeux très rapidement. Il avait en fait une angine, une banale angine. Et puis, il a rapidement développé un choc. Je me souviens très bien que tout d'un coup, il y a eu des violentes diarrhées, tout est sorti, il s'est excusé tout en étant confus. Enfin, c'était absolument terrible. Et puis, rapidement, il a fallu l'intuber. Puis, très rapidement, il s'est profondément choqué. Puis, au fond, il est décédé après 24-48 heures. Et puis, évidemment, ça avait généré beaucoup d'émoi, en particulier au 0,5, donc l'étage où il y a les soins intensifs, les urgences, la radiologie, etc. Parce que tout le monde le connaissait. Et puis là, j'ai perçu vraiment... D'abord, je l'avais vu quelques jours avant. Il allait très bien. Il attrape une angine. Puis 2 jours après, il est mort d'un choc septique. Puis là, j'ai réalisé la fragilité, en fait, de la vie. Et puis de me dire, mais finalement, la mort, elle est là. Elle peut nous frapper à tout moment, même si on est en bonne santé, avec un truc tout à fait banal, une angine. Enfin, c'est incroyable. Donc ça, c'était peut-être la troisième expérience, c'était vraiment d'être confronté à la mort de quelqu'un qui m'était très proche. Ça aurait pu être moi, en fait. Donc de réaliser que la mort, elle rôde finalement, puis qu'elle peut nous toucher à n'importe quel moment.
Donc ça, c'était peut-être aussi une expérience assez riche. Ensuite, j'ai vécu une expérience dont je me souviens encore très bien, qui était une jeune patiente de 20 ans qui avait malheureusement eu un accident de la route alors qu'elle roulait en vélomoteur, parce qu'à l'époque, on roulait encore en vélomoteur. Et puis, c'était absolument horrible, parce qu'évidemment, dans la réanimation, on donne beaucoup de liquide, donc les patients gonflent. Donc, elle était un peu transformée. Puis, à un moment donné, voilà, je me rappelle, c'était la nuit, c'était la fin, on ne pouvait plus rien faire. Donc, parce que souvent, aux soins intensifs, on meurt lorsque les médecins décident qu'on ne peut plus rien faire. Donc, la mort n'est pas programmée, mais on essaye, puis à un moment donné, c'est plus possible. Donc, finalement, on doit maintenant aller trouver les proches, etc., dire, voilà, maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu, on ne peut plus rien faire. Il faut maintenant venir voir votre proche, mais il va décéder. Puis comme c'était une jeune femme qui faisait de la musique, je me souviens très bien, beaucoup d'amis sont venus, c'était des musiciens et des chanteurs, ils étaient une bonne dizaine. Ils avaient allumé des petites bougies autour du lit, et puis ils s'étaient mis à chanter, puis à jouer un petit peu de violon, comme ça. Puis c'était extrêmement émouvant. Puis là, ma quatrième expérience, c'était de comprendre la notion du rite de passage. Pour moi, c'était important, ce rite. Cette équipe d'amis était venue dire adieu, mais il y avait un rite. Puis au fond, dans la vie, il y a deux choses très importantes. C'est quand on entre en scène, puis quand on sort de la scène. Alors quand on entre en scène, tout est très théâtral. C'est l'accouchement, tout le monde est très heureux, et le mari est là, etc. Il y a le bébé qui pleure, après il y a toute la famille qui vient. Mais quand on en sort, c'est plus difficile. Mais ça, c'est une chose extrêmement importante que j'ai apprise de cette expérience. On ne doit pas mourir seul. Et la chose qui me glace le plus le sang, c'est la mort solitaire. Et on ne se rend pas compte du nombre de patients seuls, ou qui ne sont pas forcément seuls, mais dont la famille finalement décide de dire « Ok, quand il est mort, vous nous appelez ». Puis le patient meurt seul. Et ça, comme médecin, je ne peux pas laisser mourir seul un patient. Alors maintenant, je suis moins en première ligne, mais je me souviens que quand ces malades étaient seuls et qu'ils allaient rendre leur dernier souffle, pour moi, c'était essentiel de les toucher. Qu'un autre être humain soit là, leur touche le front, leur caresse les cheveux, leur prenne la main. Bien évidemment, ils ne se rendent pas compte. Mais on ne peut pas laisser partir quelqu'un tout seul comme ça. C'était quelque chose que j'ai aussi appris quand j'ai vu justement ces jeunes qui ont organisé de manière comme ça, impromptue, un petit concert avec ces bougies. Ce rite de passage, on ne doit pas laisser le mort mourir tout seul. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris. Et en tout cas, comme soignant, on est très souvent confronté à la mort. On est toujours là. On est là et puis on va toucher la personne. On va un peu, je ne sais pas, l'accompagner. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais je trouve que de mourir tout seul, c'est horrible en fait. Il y a ce côté, donc vraiment de ce rite de passage et puis d'accompagnement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Une autre chose peut-être d'un autre décès, c'est aussi une autre chose que j'ai appris. Je me souviens qu'on avait un patient, aux soins intensifs, on a un monitorage. Il y a la pression artérielle, l'ECG, il y a la SATU, il y a tout ce que vous voulez. Puis il y avait un patient qu'on avait traité déjà pendant quelques jours pour un choc cardiogénique, qui avait une soixantaine d'années, mais c'était il y a 35 ans, donc on était vieux à 60 ans et à 35 ans. Maintenant, on est encore jeune à 80. Toujours est-il que ce malade, il était en train de mourir. Et puis, mon responsable de l'époque, mon superviseur, il était devant la télé, puis il me dit « Regarde ça, la mort en direct ». Puis ça m'avait choqué parce qu'en fait, ça m'avait fait comprendre que dans notre environnement, la mort, elle est presque plus technologique qu'humaine. Et que finalement, plutôt que d'accompagner, de toucher le malade, c'était d'être rivé sur l'écran, puis de voir la pression qui gentiment s'abaisse, l'électrocardiogramme avec les QRS qui s'éloignent. Puis cette idée de me dire « Regarde, la mort en direct », c'était aussi quelque chose qui m'a fait bizarre, je dois dire. Mais j'ai aussi compris qu'en fait, la mort, elle a aussi dans notre environnement un aspect très technologique qui nous éloigne parfois de notre humanité. Voilà, peut-être que j'en ai déjà pas mal dit.
une dernière chose peut-être, et qui me frappe encore aujourd'hui toujours, quand le patient meurt, il y a vraiment un juste avant et juste après. Et le changement physique du patient entre juste avant et juste après m'a toujours absolument fasciné. La couleur, le malade devient blanc-gris, creusé, bien évidemment froid, mais tout se passe tellement vite que de sentir comme ça cette espèce de souffle qui d'un seul coup part et que tout change aussi brusquement dans l'aspect, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, qui me marque beaucoup, je dois dire, quand je vois un patient ou une patiente qui meurt, c'est de voir ce changement brutal de l'aspect de la personne. Et puis on se dit toujours, mais elle est où maintenant? On se pose, il y a beaucoup de questions philosophiques, métaphysiques. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose, je n'en sais rien, mais c'est toujours quelque chose qu'on se pose comme question parce que le changement est tellement radical, on se dit, mais c'est pas possible. Cette vie, elle est partie, mais elle est où maintenant? Puis il reste une espèce d'enveloppe vide. Et ça, je dois dire que c'est aussi des choses qui sont assez prenantes quand on est confronté régulièrement à la mort. Voilà, c'était quelques expériences mais j'en ai vécu beaucoup. C'est vrai que dans un contexte de soins intensifs, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui arrive justement assez rapidement, comme vous avez dit, à contrario de plutôt soins palliatifs où souvent déjà les malades savent vers quoi ils vont et où ça se passe plus lentement et où peut-être le changement que vous avez décrit, il se fait plus sur la durée que... Oui, alors c'est vrai qu'au fond, c'est assez... c'est souvent dramatique, la mort aux soins intensifs, parce qu'elle survient toujours dans des conditions aiguës. Alors c'est sûr que parfois des malades, ils étaient déjà malades, ils font une complication. Mais oui, la traumatologie, ce genre de choses, le suicide, ça survient toujours chez des malades, chez des personnes qui n'étaient pas forcément malades. Puis d'un seul coup, il y a cette bascule. Donc c'est vrai qu'il y a peu de préparation, je dois dire. Bien sûr pour la personne, mais bien évidemment aussi pour les familles. Parce que ça, c'est un autre aspect très important, c'est comment on aborde cette problématique avec les proches. Et par rapport à ça, il y a un élément... Alors, il y a déjà une chose qui est très difficile, c'est qu'on vit quand même cette mort. Donc, on est nous-mêmes affectés, mais en même temps, on doit aller soulager, expliquer, et en même temps soulager alors qu'on est soi-même dans la douleur, en fait. Et puis là, il n'y a pas 36 000 choses. Je sais que beaucoup de collègues se réfugient derrière leur blouse blanche, derrière leur langage un peu scientifique. C'est un peu une armure. Voilà. Mais au fond, là, il faut laisser tomber la blouse. Il faut plus se cacher derrière. Il faut vraiment laisser parler l'homme ou la femme ou la personne qui est au fond de nous-mêmes. Il faut se livrer parce que c'est un moment tellement essentiel pour la famille. On ne peut pas être juste un espèce de technocrate qui utilise un langage que les familles ne peuvent absolument pas comprendre, alors qu'on explique peut-être un certain nombre de choses, mais après, il faut avoir cette capacité de partager le chagrin des gens. Parfois la colère, mais il faut laisser tomber la blouse. Là. Et ça, c'est quelque chose où on doit laisser parler son humanité, son humilité. Et c'est des fois difficile comme médecin parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on apprend tellement en fait. C'est difficile, hein? On ne peut pas apprendre à être humain. On l'est ou on ne l'est pas, mais on le devient de plus en plus quand on est confronté à ces choses-là. Oui, c'est aussi un peu difficile parce que ça nous confronte par rapport à nos propres émotions et aussi nos propres questionnements qu'on a vis-à-vis de la mort, parce qu'on les a aussi en tant que personne avant d'être médecin aussi. Oui, puis au fond, je dirais le problème du médecin, en particulier dans des services d'urgence ou de soins intensifs, c'est contrairement, je dirais, à 99% des êtres humains, dont la confrontation à la mort, c'est au cinéma, ou éventuellement un parent une fois, mais c'est excessivement rare. Nous, on est confrontés à la mort quasiment, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas chaque semaine. Et au fond, c'est comme les soldats sur un champ de bataille. Je pense que les seules personnes qui sont confrontées à la mort aussi souvent, c'est des soldats sur un champ de bataille. Et puis ça, c'est un problème parce qu'en fait, on accumule des stress post-traumatiques absolument répétés.
Et notre système n'est pas du tout fait pour s'occuper des médecins qui vivent ces stress de manière répétée. Et ça, c'est un gros problème et je pense que ça, il faudrait qu'on puisse le changer. Parce qu'un des risques, je peux dire que je l'ai aussi en partie vécu moi, c'est finalement d'acquérir une forme de carapace, un blindage, et puis finalement de devenir presque un peu cynique. Ça veut dire de ne plus vraiment être humain par rapport à la mort. Parce que finalement, le patient meurt, et puis ensuite, même parfois, je ne dirais pas qu'on peut se réjouir, mais dans des périodes de haut stress, où il n'y a pas de place dans le service, finalement, le décès d'un patient nous permet de soulager un peu la pression qu'on a par rapport aux places, parce qu'on peut faire rentrer un autre. Puis on n'a plus du tout le temps de s'occuper de cette personne qui est décédée, qui a eu tout un vécu que bien sûr nous, on ne connaît pas. Et puis, il y a un terrible risque de déshumanisation. Puis ça, je dois dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Mais en même temps, comme vous le disiez, on ne peut pas non plus tout prendre en pleine figure. Et ça, c'est une difficulté et c'est quelque chose, je dois dire, qui manque en fait actuellement, et dans la formation des médecins, mais aussi dans la profession. Il y a absolument... Alors, on peut organiser occasionnellement pour des décès particulièrement douloureux, on peut faire venir un psychiatre, on peut faire un peu de débriefing, mais ça, c'est une fois ou deux par année. Alors qu'en réalité, chaque fois que quelqu'un meurt, on devrait pouvoir au minimum en parler un petit peu avec l'équipe, parce qu'on pense aux médecins, mais il faut aussi penser aux infirmières et aux infirmiers, parce que nous, on est à distance. Elles se sont occupées physiquement. Elles l'ont nettoyé, elles l'ont bichonné, elles s'en sont occupées, c'est elles qui sont là. Et souvent, elles sont un tout petit peu moins considérées. On pense toujours aux médecins, mais finalement, pour elles, c'est aussi des situations extrêmement difficiles à vivre. Et puis après, elles prennent ça avec elles rentrent à la maison. Puis je dois dire que ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère les générations futures pourraient plus travailler. C'est comment est-ce qu'on prend en charge la douleur des soignants, infirmiers, médecins, et puis tous les autres, par rapport à ça. Et je pense que de laisser la possibilité aux gens de s'exprimer, de laisser parler un peu leur émotion, leur vécu par rapport à ça, je pense que c'est très bien parce que ça permet aussi d'éviter peut-être un tout petit peu de mettre tout sous une pile de je ne sais pas trop quoi, parce que ça s'accumule. Et puis le risque, c'est justement de développer une forme de cynisme, de se déshumaniser, ou alors que tout d'un coup, ces émotions, elles explosent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait pouvoir mettre en place de manière plus systématique. C'est l'accompagnement aussi des soignants par rapport à la mort. On n'est pas les meilleurs pour s'occuper de notre santé, autant physique que mentale, c'est vrai. Et justement, un peu à ce sujet, est-ce que vous avez des conseils pour vos futurs collègues sur comment mieux vivre ça ou comment le vivre tout court Alors des conseils, j'aime jamais vraiment donner des conseils, ça fait un peu ancien combattant, mais peut-être que je pense que l'expérience me permet peut-être de proposer des pistes, voilà, si on veut bien. Je crois que la première chose, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'est la vie avant de prendre conscience. Et je dois dire que ma vie, elle est devenue... j'ai pris beaucoup plus conscience de la préciosité et de la dignité d'être un être vivant quand j'ai été confronté à la mort. Des fois, on ne se rend pas compte de la... Alors, on dit toujours on a de la chance. Alors, des fois, ce n'est pas forcément de la chance, mais disons, on se doit quand même de respecter le vivant. Parce qu'à un moment donné, quand c'est fini, il n'y a plus de vie. Et ça, par rapport à soi-même, ça doit nous amener vraiment à considérer cette extrême préciosité de la vie. Et puis aussi, disons, de pouvoir un tout petit peu comment est-ce qu'on peut dire ça, d'avoir cette capacité justement de vivre en harmonie avec son entourage, d'être humble, très important, l'humilité, parce que face à la mort, on est humble de toute façon, on doit l'être aussi comme vivant. Et puis juste d'être un homme, ou d'une femme, d'être un humain. Je pense que si on arrive, c'est dur, hein, mais quand on est confronté à la mort, de se dire, OK, c'est normal, parce que la mort fait partie de la vie. Je dois considérer que ma vie est très précieuse parce qu'elle peut partir demain, donc je dois faire en sorte
que j'amène le plus que je puisse pour moi et pour l'environnement, pour les autres, pour le monde pendant cette vie-là. Mais en même temps, prendre conscience que oui, la mort, elle existe, mais essayer justement d'éviter que ça devienne un énorme fardeau, mais c'est difficile, hein. Parce que sinon, on peut effectivement, comme on peut dire vulgairement, péter les plombs, hein, quand on est confronté à ça. Donc, conseil difficile, mais disons vraiment de prendre vraiment conscience de la préciosité de sa propre vie et de celle des autres, de la dignité qu'on doit avoir par rapport à la vie des autres, et puis vraiment de sentir que si on est là, c'est pour être profondément humain avec soi-même, bien sûr, mais aussi avec les autres. Donc je pense que la mort, elle doit nous apprendre justement à avoir beaucoup plus d'humanisme et d'humanité, et surtout, disons en tout cas, ne pas garder trop sous le cœur des choses qui nous pèsent, parce que ça, c'est des choses qu'en tout cas les anciennes générations, on a toujours fait. Il n'y avait jamais eu de place pour la discussion, le débriefing. On était censé être, voilà, vous êtes des solides, etc. On ne va pas pleurnicher. Mais je pense que c'est important. Il faut aussi avoir le temps de la douleur, le temps de la détresse, se donner ce temps-là. Et j'espère que, voilà, que pour vous, si vous m'écoutez, en tout cas, n'hésitez pas. S'il vous faut pleurer, s'il vous faut... C'est important. Il faut aussi montrer qu'on est justement des êtres humains, qu'on a des émotions, qu'on a de la faiblesse, mais qu'on n'est pas juste comme ça rigide derrière la carapace du médecin. C'est très important aussi pour sa propre construction. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup appris d'être régulièrement confronté. Et encore, je vous dis, ce contact physique avec le mourant, quand il n'y a personne, il est essentiel. Et en fait, vous voyez, ça m'a beaucoup soulagé parfois. Quand un patient est en train de mourir et qu'il est seul, c'est tellement choquant. Parce qu'on se dit, mais il est tout seul. Comment on peut être tout seul? Mais il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Mais en fait, d'accompagner juste pendant peut-être 5 minutes, d'être là, je vous promets que ça vous décharge tellement parce que vous sentez que vous avez été là, vous avez donné quelque chose. Et en somme, ça déjà, ça vous procure un certain bien-être à quelque part, cette capacité de pouvoir accompagner comme ça. Oui, comme ça, vous pouvez vous dire que vous avez tout fait, vous avez tout essayé pour le patient et vous avez été là jusque pendant les derniers instants. Exactement, mais oui, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Lucas Liodet. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je vous remercie. Et aussi un grand merci à Fréquence Banane qui nous prête leur studio. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.